Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'au cours du temps, toutes ces structures dissipatives qui émergent sont meilleures, plus efficaces que les précédentes, Par unité de masse. en termes justement de capacité d'absorber et diffuser l'énergie par unité de masse. Où les sociétés humaines sont plus intelligentes que les hommes, je suis d'accord avec ça. Même l'évolution biologique se détruit et s'auto-régénère sous forme d'avalanche critique. Ce qui est fou là-dedans, Oui. en fait, c'est que le processus de mort, donc, il fait partie d'un saut qualitatif dans la diffusion de l'énergie. Oui. Donc ça veut dire que cette notion même d'efficacité énergétique, ça a l'air d'être la flèche du temps. Didier Darcet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Éco. Bonjour Richard. Là, aujourd'hui, on va faire un peu de finance physique. Parce que tu as écrit un article qui s'appelle Avalanche critique et qui est très intéressant parce que la criticalité sur les marchés, ça s'appelle essentiellement des cracks. T'amènes avec crack quand même. Et voilà. Et du coup, tu as essayé de rapprocher ça et de faire le parallèle entre les lois de puissance et les phénomènes d'avalanche critique sur les marchés. Et apparemment, ça marche plutôt vachement bien. Oui, alors c'est un sujet qui est très 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 vaste en fait. En gros, c'est le sujet de la non-linéarité dans les marchés financiers. Alors, quand on dit comme ça... Ou autrement appelé du tas de sable. Voilà. Ou autrement appelé du tas de sable. Alors le tas de sable, voilà. Le tas de sable, c'est surtout le fait que souvent les modèles économétriques, etc., regardent un état relativement stable du marché et puis regardent des petites perturbations. Tiens, s'il y a un petit peu plus d'inflation, un petit peu moins de trucs. Et puis alors, on ajuste linéairement. Et puis en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des phénomènes qui sont absolument non linéaires. C'est-à-dire que on bouge un petit peu, il ne se passe rien. On bouge un peu plus, il ne se passe rien. Et tout d'un coup, il y a une percolation où il y a un changement radical qui se produit. Un exemple classique, c'est le Gulf Stream. Le Gulf Stream, là, il passe sur les côtes françaises. Un courant marin du Mexique jusqu'aux côtes européennes pour aller en Inde et pour revenir en passant par les pôles. Enfin, un grand courant marin mondial. Un grand courant marin mondial. Par exemple, il passe très proche des côtes françaises, donc il fait doux chez nous, et l'eau de l'Atlantique est assez, on peut se baigner dedans sans problème. Il s'écarte, donc il passe loin du Portugal. Quand tu vas te baigner au Portugal, il fait très froid. Donc en fait, ce Gulf Stream a énormément d'influence sur le climat. Pour rappel, Paris, c'est à la même latitude que Montréal. Oui, c'est ça, voilà. Donc, et c'est pas tout à fait les mêmes températures, Montréal, pareil. Voilà. Et donc, par exemple, on dit, si l'océan se réchauffe, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un petit peu ceci, un peu de cela de façon marginale. Mais le vrai risque pour la France, c'est qu'il y ait tout d'un coup une non-linéarité, c'est-à-dire qu'on atteigne un certain degré dans lequel il y a détournement du Gulf Stream et il passe plus près des côtes. Et ça peut se faire comme ça. Ouais. Et si ça se fait comme ça, on tombe au niveau de Montréal. Et là, on n'est pas tout à fait équipé pour, donc il vaut mieux avoir des fourrures. Bon. Et ça peut se produire brutalement. C'est ça la non-linéarité, en fait. C'est bon. Et il y en a plein dans les marchés financiers. Et c'est un truc extraordinairement important. Mais alors là, on va parler justement des phénomènes d'avalanche, c'est-à-dire comment, en fait, l'énergie se dissipe quand elle arrive à un certain niveau de tension, comment un système implose. Et ça, je voulais en parler parce que tu avais fait une vidéo qui était assez amusante sur la thermodynamique, l'évolution de l'univers, la thermodynamique et l'évolution de l'univers qui était tout à fait... En partant de l'arrestation de Pavel Durov, quand même. Oui, en partant de l'arrestation de Pavel Durov, absolument. Qui est le PDG de Telegram qui s'est fait arrêter. Et le propos, c'était de dire que les sociétés, en fait, sont plus fortes et plus intelligentes que les individus. Oui. Et justement, j'étais parti de ce cas-là pour montrer que on pouvait mesurer l'intelligence d'un système par la quantité d'énergie qu'il diffuse par unité de masse. C'est ça, c'est exactement ça. Et cette notion-là, elle existe depuis l'origine de l'univers. Donc, pour le simplifier, disons qu'il y a une thermodynamique à l'équilibre, c'est-à-dire vous êtes dans votre bain, par exemple, et puis le bain est à une certaine température, vous mettez un peu d'eau chaude dans votre bain, vous attendez, qu'est-ce qui va se passer? Petit à petit, toutes les températures de toutes les parties de votre bain vont s'uniformiser. Et on se réveille enrhumé. Ensuite, ça va refroidir. Mais vous n'allez pas avoir spontanément un bout du bain qui se met à bouillir et l'autre qui devient du glaçon. C'est pas possible. Donc c'est ça, en fait, un système fermé thermodynamique, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire qu'il y a uniformisation des comportements statistiques et donc de la température. Bon, alors maintenant, si on regarde l'univers, qui était à l'équilibre thermodynamique il y a 13 ou 14 milliards d'années, quand a supposé exploser, ce que l'on sait, parce qu'il y a une radiation cosmique qui est uniforme dans toutes les directions de l'univers, donc on sait que toutes les parties de l'univers étaient dans le même bain.
puisqu'elles avaient la même température. Et d'ailleurs, c'était une espèce de bouillasse assez homogène. Oui, donc c'est vraiment comme une baignoire qu'on remplit. C'est une baignoire. Et en plus, ça occupait tout l'espace. Avec une très très forte température. Donc il y avait une baignoire avec de l'eau chaude. C'était une baignoire avec de l'eau chaude. Voilà. Et puis tout ça. C'était homogène, c'était chaud et ça occupait tout l'espace. Et ça occupait tout l'espace. Voilà. Donc, et puis ce que dit la théorie du Big Bang, c'est que ça a explosé très violemment et qu'il y a eu donc des différences de température un peu dans cette explosion. On peut le comprendre, des petites variations, des fluctuations. Mais normalement, si c'était comme une baignoire, depuis 13 milliards d'années, toutes ces différences de température auraient dû s'atténuer. On aurait dû revenir vers une température moyenne dans l'univers. Et il ne devrait pas y avoir d'étoiles, de galaxies, de choses locales, toutes ces bizarreries ne devraient pas être là. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on observe? C'est qu'au contraire, on a vu, c'est vrai en globalité, mais on observe qu'il y a localement, il y a eu des différences spontanées de température qui sont apparues, notamment au cœur des étoiles. Donc, on a vu les étoiles, les amas de galaxies qui étaient des nuages qui se sont concentrés, qui ont fait des galaxies, et puis ensuite des étoiles. Et puis, avec la force de gravitation, ces étoiles, finalement, ont engendré des réactions de fusion nucléaire au cœur des étoiles. Fusion nucléaire, ça se met tout d'un coup, il se met à faire très, très chaud. Donc, apparition de gradients de température, de différences de température énormes, spontanément, ce qui est très, très bizarre. Donc, ça prouve que l'univers n'est pas un système fermé thermodynamique, mais qu'il se passe des choses. Donc c'est un système ouvert. C'est un système ouvert, forcément, nécessairement. Donc, et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que si tu crois à la thermodynamique, c'est obligatoire. C'est-à-dire que tu ne peux pas considérer que l'univers est un système fermé, avec en plus l'apparition spontanément de température à des millions de degrés au cœur des étoiles. C'est comme si tu de la thermodynamique, si tu crois à la température, solide, sinon tu crois que tu prends ton bain et tout d'un coup il se met à bouillir au bout du bain. Il y a un glaçon qui apparaît là, et ça se met à bouillir là pour tenir une température à peu près constante à 30 degrés. Si tu crois, c'est pas possible. Donc voilà. Donc ça veut dire que dans cet univers sont apparues des structures un peu particulières. Donc on parlait de ces amas de galaxies, ces étoiles et puis ensuite ces planètes qui ont des comportements bizarres puisque et ces structures sont qualifiées de structures dissipatives. Ça veut dire qu'elles absorbent de l'énergie, elles en rejettent, elles rayonnent et elles absorbent. Donc ce sont des structures qui ont une certaine cohérence. Alors, une étoile, ça a une certaine circonférence, ça a un certain volume qui bouge, et puis ça échange de l'énergie, ça en capture et ça en rejette. Ça dissipe de l'énergie. Voilà. Et ça produit de l'information et ça rejette de l'entropie. Et voilà. Et ça produit de l'information, ça absorbe de l'information et de l'énergie, ça utilise cette information pour sa structure interne, et puis ça rejette de l'énergie qui est généralement dégradée, c'est-à-dire sous forme de rayonnement. Voilà. Ces structures dissipatives. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que quand on regarde l'évolution de l'univers, il y a eu plein d'apparitions de nouvelles structures comme ça. D'abord les étoiles, ensuite les planètes, et puis sur certaines planètes, en tout cas sur la nôtre, il y a eu des océans. Dans ces océans, il y a eu des chaînes de molécules qui ont commencé à se former. Et puis ensuite, il y a eu la vie qui est apparue. Et puis, il y a eu différentes formes de vie élémentaire, ensuite, etc. Et puis, ça progresse. Donc, il y a des tas de structures. Et c'est pas fini. Et il y a des tas de structures dissipatives, à la fois macro, comme des grandes étoiles, et micro, comme des gènes, par exemple. Il y a une évolution, en fait, du macro et du micro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'au cours du temps, toutes ces structures dissipatives qui émergent sont meilleures, plus efficaces que les précédentes. Par unité de masse. En termes, justement, de capacité d'absorber et diffuser l'énergie par unité de masse. Donc, ça veut dire que cette notion même d'efficacité énergétique, ça a l'air d'être la flèche du temps. C'est en gros la flèche du temps de l'univers. Si on cherche une flèche du temps autre que se dire le temps passe, que j'ai une montre qui me dit que le temps passe, physiquement, c'est ça. La capacité de chaque structure qui émerge à être plus efficace que la précédente. Donc, quand tu disais... Et après, peut-être que je saute une étape, mais en tout cas, pour moi, c'est ça l'intelligence. Quand tu es capable d'utiliser tes ressources énergétiques de mieux en mieux par unité de masse, c'est que tu es plus intelligent, en fait. Oui, mais tu as raison. C'est pour ça que tu disais que les hommes étaient plus intelligents ou les sociétés humaines sont plus intelligentes que les hommes. Je suis d'accord avec ça, parce que la société humaine diffuse beaucoup plus d'énergie par unité de masse qu'un homme. Et un homme, au sein de l'homme, tu as différents organes. Et l'organe qui diffuse le plus par unité de masse, c'est le cerveau. Le système digestif est plus intelligent que mon doigt, que ton doigt, mais que mon cerveau est plus intelligent que mon système digestif. Selon cette mesure, sans aucun doute, puisque le cerveau diffuse 10 fois plus d'énergie par unité de masse que le reste de ton corps. 10 fois plus. Donc, il est 10 fois plus efficace dans cette fonction-là. Et en plus, on peut même classer l'intelligence entre des montagnes, des océans, des poissons, des gènes. C'est ça. Et c'est marrant parce que ça suit vraiment une loi dans le temps. Ah, c'est une loi dans le temps. Mais c'est incroyable. Oui, c'est fantastique. Et ça m'étonne que ça choque. Enfin, moi, quand j'ai découvert ça, alors on en parlait, je me suis dit,
c'est une folie. Oui, c'est très intéressant. Ça te dit qu'il y a bien une flèche du temps. Il y a bien une capacité, il y a bien une intelligence, si tu appelles ça une intelligence, c'est une capacité d'absorber quelque chose, d'utiliser l'information que tu absorbes pour la structurer. Et par exemple, nous, on l'utilise d'abord pour maintenir notre état physique. Et ensuite, on l'utilise pour, avec nos mains, faire des maisons, des ordinateurs, des trucs. Donc, on a une application. Et qu'est-ce que c'est que faire des maisons, des ordinateurs, etc. C'est créer de l'ordre. C'est créer un certain type d'ordre qui nous sied. C'est simplement ça. Et donc, ces structures, au cours de l'histoire, sont de plus en plus efficaces à faire ça. Donc ça, c'est une première chose qui est fondamentale. Et ce que j'ai regardé là, je reviens à ton thème, qui est l'avalanche critique, ces structures ne sont pas pérennes. C'est-à-dire qu'il y a un système darwinien là-dedans. C'est-à-dire qu'elles deviennent efficaces et puis elles finissent par imploser. Cette implosion va permettre la création d'une autre structure qui sera plus efficace. Par exemple, certaines étoiles ont implosé, mais comme elles avaient de la fusion nucléaire en leur cœur, elles ont réussi à créer des atomes lourds. Et en implosant, ces atomes sont partis dans l'univers, ils se sont regroupés sous forme de planètes, et c'est pour ça que sur notre planète, nous avons le tableau de Mendeleïev, avec plein d'atomes différents. Mais ça vient du cœur des étoiles. Mais ce qui est fou là-dedans, en fait, c'est que le processus de mort, il fait partie d'un saut qualitatif dans la diffusion de l'énergie. C'est-à-dire qu'une étoile, si elle pétait pas, si elle crevait comme ça, alors en se refroidissant lentement, et il y a, j'avais mis ça dans la vie, les 2/3 de la table de Mendeleïev qu'on n'aurait pas. On n'aurait pas, bien sûr. Il n'y aurait pas d'uranium. Il n'y aurait pas de fer, il n'y aurait pas de strontium, il n'y aurait pas de tout un tas de trucs. Il n'y aurait pas de la possibilité de faire de germanium. Bien sûr. Tout ce qui est au-dessus du fer, walou. Exactement. Et ça manquerait, hein. Franchement, ça manquerait. On ne pourrait pas avoir la vie. Mais on voit bien que, en fait, claquer, c'est un saut qualitatif. C'est une courbe en J, c'est-à-dire tout d'un coup... C'est à peu près ce qu'on fait de plus cool dans la vie. Voilà. Dans une perspective Darwin, je ne sais pas si c'est Darwin, mais évolutive, quand tu arrives au maximum d'efficacité vu ta structure, la seule façon, c'est toi d'imploser pour permettre à tes constituants d'aller se regrouper de façon différente et faire une structure plus efficace. Et c'est ça qui se produit. Mais c'est incroyable, parce que même dans les idées, quand on prend quelqu'un qui a produit des idées formidables, à un moment, il est à son max, et en fait, si on tue pas le père, on peut pas progresser. En fait, les idées s'arrêtent. Elles s'arrêtent. C'est incroyable. C'est exactement ça. C'est-à-dire que même dans les idées, pour qu'elles puissent évoluer, il faut tuer son créateur. Il faut tuer le créateur. Il faut faire péter une théorie scientifique. Donc, n'ayez pas trop d'idées. Alors, pour revenir à ton sujet, ça, c'est comment les structures apparaissent. Mais j'ai été regarder comment elles implosent. C'est aussi intéressant. Et elles implosent de la même manière, c'est-à-dire de la forme la plus efficace qui soit. Tu peux te dégrader lentement ou tu peux te dégrader avec une dissipation d'énergie qui est la plus efficace physiquement qu'elle soit. Et cette dissipation d'énergie la plus efficace, c'est une avalanche. C'est des avalanches de sable, c'est des avalanches de neige, c'est des avalanches. Alors, la façon de le comprendre, c'est pour arriver à l'état critique, c'est l'expérience de Per Bach qui avait parlé de ça, qui était un professeur qui avait expliqué tous ces phénomènes. Il disait, tu prends du sable et puis tu le lâches grain par grain. Alors au début, tu as un petit tas de sable qui monte et il n'y a pas beaucoup de diffusion d'énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de sable qui se casse la figure. Ça s'empile doucement avec une pente qui est pas très forte. Et au fur et à mesure que tu rajoutes par le haut du sable, la pente de ta pyramide de sable va augmenter. Et elle va atteindre une pente critique. Au-delà de laquelle ça monte plus. Au-delà de laquelle ça peut monter un tout petit peu ou pas, mais de toute façon, c'est là où va se déclencher les grandes diffusions d'énergie sous forme d'avalanches. Et donc, tu vas avoir des avalanches, et ces avalanches, tu ne sauras jamais quelle va être leur amplitude. C'est-à-dire que tu peux avoir 3 grains de sable qui tombent, ou tu peux en avoir 30, ou tu vas avoir 3 000. Ou la moitié du tas. Ou la moitié du tas qui s'effondre. Voilà. Donc, première caractéristique statistique, absolument imprévisible. L'amplitude de l'avalanche est totalement imprévisible. C'est des phénomènes en cascade. C'est qu'il y en a un qui pousse l'autre, qui pousse le troisième, et puis ça s'enclenche. Et en montagne, les montagnards le savent bien. Les montagnards le savent très bien. Quand ils voient des gros tas comme ça, un peu... on serait lundi. Ils savent très bien que si ça se passe mal, ils vont jusqu'en bas de la vallée. Elle peut aussi faire que 20 mètres, l'avalanche, mais elle peut aller jusqu'en bas de la vallée. Voilà. Alors, première chose, c'est totalement imprévisible. Deuxième chose, caractéristique statistique, l'amplitude est inversement proportionnelle à sa fréquence. Ça veut dire qu'il y en a plein de petites et très peu de grosses, mais qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire qu'une amplitude de 10 aurait par exemple une chance sur 10, une amplitude de 1000, une chance sur 1000. Voilà. C'est un lien statistique qui est la définition de l'avalanche. Les lois de puissance. C'est une loi de puissance. Voilà. C'est une loi de puissance. Alors,
Ça, c'est très intéressant. Alors, maintenant, on peut essayer de comprendre cette avalanche de la forme inversée. C'est-à-dire, quand tu regardes, par exemple, ce que c'est qu'un arbre. Un arbre, c'est une avalanche. Alors, ce n'est pas une avalanche au sens ça se diffuse, mais c'est une avalanche au sens de la construction. Mais c'est la même chose. Vous prenez un arbre, vous le retournez, il a totalement la forme d'une avalanche. C'est-à-dire que vous avez un tronc qui va tout d'un coup se couper en deux petits troncs de la moitié de la circonférence du tronc, et puis ensuite la branche en deux autres branches, puis deux autres branches, puis deux autres branches. Et en fait, ça vous fait une espèce de structure qui ressemble à notre poumon, par exemple, ou qui ressemble à plein de choses. Ce sont des structures dites fractales. La fractalité, c'est ça. C'est-à-dire un espèce de modèle dans lequel vous dites, bon, vous poussez pendant X temps, et puis ensuite, vous vous subdivisez en deux. Et puis, vous repoussez X temps, vous vous subdivisez en deux. Et vous faites ça à l'infini. Et donc, ça fait... le nucléaire, c'est pareil. Le nucléaire, c'est pareil. On frappe une... je sais plus, c'est des électrons qui se baladent dans l'uranium. Non, c'est des neutrons. Des neutrons. Et hop, ça en engendre 2 et 4 et 8, 16, voilà, c'est ça. Donc, c'est des structures en avalanche. Donc, c'est intéressant de voir qu'une avalanche de neige ou de sable, à l'inverse, c'est un arbre qui grossit, qui pousse. Et ça, c'est une structure fractale. Il y a beaucoup de travaux sur la fractalité des marchés, sur cette dimension tout à fait particulière des marchés que l'on observe, par exemple, parce que si vous regardez un cours de bourse et qu'on ne vous dit pas quelle est l'échelle de temps, vous ne savez pas si c'est un cours de bourse intraday ou si c'est le chart sur 100 ans. Ou un siècle, vous ne savez pas. Et ça, c'est tout à fait ce que c'est qu'une structure fractale, c'est que vous regardez avec une certaine échelle ou à une autre, ça a toujours la même forme. Voilà, donc déjà, on se rend compte que ces structures d'avalanche sont des structures fractales, elles ressemblent aux structures des marchés. Alors j'ai été regarder si l'effondrement des marchés, j'ai pris le S&P, avait bien une structure de type avalanche. Et c'est absolument démontré. C'est-à-dire que j'ai pris tous les pertes, ce qu'on appelle les drawdowns, donc les peak to valley, les pertes depuis plus d'un siècle. Bon, il y en a une de 5%, puis ça remonte, puis il y en a une de 7%, puis ça remonte, puis un petit pourcent, puis ça remonte, etc. Donc on cumule toutes ces grandes pertes qui ne sont jamais des débuts d'avalanche. C'est des débuts d'avalanche. Et puis j'ai regardé leur amplitude, et puis je l'ai mis en fonction de leur probabilité d'arrivée, leur fréquence. Eh bien, c'est parfaitement 1 sur la fréquence. Donc on est exactement dans la structure de dissipation de type avalanche. Il y en a d'autres qui sont comme ça, c'est par exemple l'extinction des espèces. Extinction des espèces sur la Terre, tu regardes depuis 600 millions d'années, on a des données, hein, et on voit des extinctions épouvantables où vous avez 90% d'espèces vivantes. La Terre regorge de fossiles. Regorge de fossiles, exactement. Et alors, ça s'est mal passé, là. Et l'extinction des espèces, ce sont des avalanches. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de petites extinctions d'espèces et vous en avez quelques-unes qui sont massives. Et quand vous faites le graphe amplitude des espèces en fonction de la fréquence, c'est 1 sur F, donc c'est la même chose. Donc même l'évolution biologique se détruit et s'auto-régénère sous forme d'avalanche critique. Voilà. Donc j'ai montré que les marchés financiers, c'était la même chose. Donc ils explosaient sous forme d'avalanche critique. Et le plus marrant, c'est que du coup, si on en revient à notre tas de sable, eh ben, tu arrives à dire où on est sur la pente critique. Alors, c'est exactement ça. C'est-à-dire que... Parce que techniquement, quand le tas de sable, je sais pas s'il fait 15 cm quand il a sa pente critique, bon, moi, quand il en fait que 10, on est assez safe. Parce qu'on dit on peut empiler, quoi. Par contre, quand on est à 18 ou à 16... c'est ça. Ça sent le foin. À partir du moment où tu crois plus ou moins ce que je viens de dire. Tu te dis, bon, ben, si on atteint la pente critique, il peut y avoir une avalanche, je n'ai aucune idée de son amplitude, je ne peux pas la prévoir. Donc, comment est-ce que je peux gérer du risque sur les marchés? Parce que je n'ai aucune capacité de prévoir. La seule façon, c'est de dire, je vais investir quand la pente n'est pas critique. Hein, quand on a notre sable un peu à plat, comme ça, qui ressemble à une petite colline. Et quand il commence à ressembler à un pic, alors là, j'y vais pas parce que je ne sais pas quand, et je ne connais pas l'amplitude, mais je sais que c'est très, très dangereux. Bah, c'est comme se balader en montagne quand il y a des beaux séracs au-dessus de la tête, quoi. Et voilà. C'est pas forcément une bonne idée, quoi. Voilà, tu vas pas... Voilà. En fait, la gestion du marché va être une gestion du risque. Ce n'est plus une gestion de l'anticipation. Et à ce moment-là, comment il faut faire pour voir? Eh bien, j'ai été rechercher où se déclenchaient ces avalanches critiques. Dans quelle configuration économique? Et la configuration économique, on revient toujours à la même chose. C'est nos cadrans économiques. Le pire, là où se déclenche, là où la pente est tellement critique, c'est dans les pires situations de stagflation. C'est-à-dire quand vous avez une reprise violente de l'inflation et la croissance qui s'effondre. Et c'est là où vous êtes à la limite de rupture de votre système et il va s'effondrer sous la forme d'avalanche. Donc,
On peut mesurer ça, et c'est ce qu'on mesure. C'est-à-dire qu'on mesure sur l'ensemble du monde où on est par rapport à cette horrible situation de points critiques. Et si on est très loin, on est sur un tas de sable qui est un peu mou, c'est plutôt safe, qui est plutôt safe, et à ce moment-là, on dit, il n'y a pas de problème, investissez en action, vous n'allez pas avoir des horreurs. Et quand on voit que la pente remonte, on se rapproche de cette situation-là, ce que l'on fait pour nos clients, c'est qu'on réduit en fait l'exposition. On ne fait pas de prévision, mais on dit, mais on sait qu'on se rapproche d'un moment dangereux, donc autant attendre si l'avalanche se déclenche ou pas, mais c'est pas la peine d'y être, parce que si on est et que ça se déclenche, c'est la ruine. Donc vous voyez, on peut en fait gérer sans faire de prédiction, simplement en regardant la gueule du tas de sable. Et en fait, c'est très marrant parce que là, il y a une relation directe. On n'arrête pas de dire que la finance, c'est de la physique et c'est de la science pure. Oui. Compliqué, mais ça reste de la science. Et là, on a une loi mathématique parfaite de 1 sur F qui donne la criticalité, qui montre que les marchés ont des lois de criticalité. Ouais. Et tu es capable de définir dans les 4 cadrans, de dire, là, quand on est là, il ne faut pas aller se promener. Il ne faut pas aller se promener, oui, c'est ça. On reste à la maison. Ouais. Et du coup, moi j'ai vu, alors, je ne sais pas si on pourra en passer un, mais au final, sur 10 ans, on peut dessiner sur les 4 cadrans la position des marchés. Oui, où est-ce Donc, qu'on est ? C'est vraiment la météo des marchés, en fait. C'est la météo. C'est la météo en disant, on se rapproche du gouffre ou pas. Ouais. Si on se rapproche du gouffre, on n'y va pas. On n'y va pas. Et peut-être tu montreras... Je veux dire, c'est très... Là, on voit bien que c'est de la science, puisque c'est très... Moi, faudrait qu'on fasse une vidéo sur les invariants aussi que tu as sorti, mais voilà, typiquement, ces genres de choses, ça ment pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la finance, c'est un écosystème et il obéit aux lois d'à peu près tous les... On a parlé d'écosystèmes qui étaient inertes. On a parlé de planètes, on a parlé d'océans, on a parlé d'étoiles. Et on a montré qu'il y avait des continuités intellectuelles sur leur capacité à devenir de plus en plus efficaces. Et ensuite, on arrive à la vie et ça continue avec la vie. Ouais. C'est la même chose sur les effondrements. C'est-à-dire que les planètes ou les étoiles s'effondrent sous forme d'avalanche. On a vu que la vie s'effondrait sous forme d'avalanche. Les marchés s'effondrent sous forme d'avalanche. On fait tous partie de ce... Et puis c'est tout. Et puis voilà. Donc il y a des liens. Évidemment qu'il y a des liens avec la physique. Et c'est d'ailleurs très amusant. Merci beaucoup, Didier. À bientôt. Merci.